Nous allons donc passer à la deuxième partie de cette session, et ça sera même la dernière intervention pour cette matinée. Quand la pollution n'est plus maîtrisée, que fait-on? Alors, donc, quand la pollution est d'une ampleur trop conséquente, eh bien, l'entraide internationale, elle est souvent demandée par le pays victime de la pollution. On l'a vu lors de la récente pollution qui est survenue au Pérou en ce début d'année. Ce fut aussi le cas en 2021 pour le naufrage de l'Express Pearl au Sri Lanka, ou encore en 2020 à l'occasion de l'échouement plutôt du Wakashio sur les côtes de l'île Maurice. Pour ces trois cas, le CEDRE a intégré une équipe d'experts constituée sous l'égide des Nations Unies et de l'Union européenne. Et il nous a paru utile de convier à cette journée d'information Madame Charlotta Benedek, qui est directrice du groupe conjoint de l'environnement au sein du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, pour nous expliquer ce mécanisme d'entraide internationale. Alors, les propos de Charlotta seront complétés par ceux de Hassan Patro, qui était chef de mission au Sri Lanka lors de la pollution de l'Express Pearl. Charlotta, je te laisse la parole. Donc, merci à tous. Bon après-midi, Tristan. Je suis ravie de pouvoir vous parler pendant une dizaine de minutes et puis je passerai la parole à mon collègue Hassan Patro. Je représente effectivement le PNU OSHA, l'unité environnement conjointe, la JE. Et nous travaillons au sein de OSHA, qui est l'Office pour la coordination des affaires humanitaires. Et nous avons du coup l'expertise technique de Nations Unies Environnement et de coordination, l'expertise en coordination de l'OSHA. JE a été créé en 1994 à la demande des États membres, puisqu'il y avait dans l'actualité des événements. On s'est rendu compte qu'il n'existait pas de mécanisme pour répondre aux dommages environnementaux. C'est là où nous sommes entrés en action et depuis notre début, nous avons déployé nos possibilités dans quelques 230 événements dans une trentaine de pays, et puis on a pu répondre à des désastres technologiques, des catastrophes, que ce soit des inondations aussi, des glissements de terrain, des problèmes en mer, des tremblements de terre. Nous avons également un pilier de durabilité. Je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais ça fait partie de notre engagement de s'assurer que notre action soit durable, de lutter contre le changement climatique et d'avancer, de prendre cela en compte au fur et à mesure qu'on avance. Et ce que nous faisons, et on vient de l'évoquer dans l'introduction, nous faisons partie du mécanisme de réponse rapide qui est rendu disponible. Et en cas d'urgence, nous pouvons répondre rapidement, utilisant avec les équipes OSHA qui sont en place. Nous sommes le secrétariat pour les équipes de secours, d'urgence, et on travaille ensemble avec les autres équipes pour faire une évaluation environnementale rapide. On fournit un soutien à distance. On a vu ça dans ces dernières années où les possibilités de voyager étaient assez limitées. Et on a parlé de l'île Maurice pour l'échouage, du navire. Nous sommes intervenus. Donc, nous avons quelques personnes qui travaillent de façon sédentaire à Genève, mais nous travaillons également avec des partenaires que vous voyez effectivement sur l'écran.
ECHO fait partie, c'est là où CEDRE. ECHO va fournir une expertise au pays, des expertises dont les pays ont besoin. Et c'est comme ça qu'on peut soutenir et supporter des opérations. Tout cela est gratuit pour les États membres dans les différents domaines grâce au réseau avec lequel on travaille. Là, quelques exemples de missions plus récentes que nous avons effectuées. Là, vous voyez parmi les plus récents, la situation à Tonga, par exemple, qui a suivi les séismes et le tsunami. Et là, vous voyez bien l'état de connexion, d'interaction mondiale. Vous voyez aussi l'île Maurice et puis l'exemple du Sri Lanka avec le navire en feu qui a ensuite fait naufrage. Voilà des déploiements récents. Comme vous voyez, on était à Beyrouth suite à l'explosion. Haïti aussi. Voilà le type de travail que nous effectuons. Et je voudrais également évoquer ce CFE à Yémen, où nous faisons partie d'une opération de vigie. Il s'agit d'agir en amont pour la planification avec les collègues, avec des organisations pertinentes qui pourraient se retrouver face à ces urgences et l'idée est de les préparer, d'être aussi prêts que possible pour intervenir dans le cas au Yémen, par exemple, si il arrive quelque chose. De même, et puis Hassan va vous donner plutôt l'étude des cas, mais je voudrais partager avec vous quelques autres éléments potentiellement intéressants pour vous. La formation des experts. Nous faisons des formations. En fait, ce sont des cours, des stages qui sont soutenus par ECHO ainsi que par le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. On fait une annonce via ECHO où des experts, chacun dans son domaine, travaillent avec nous, viennent nous rejoindre pendant 5 jours de formation, par exemple, pour faire en sorte que quand il y a un déploiement d'experts, ceux qui n'ont pas eu de l'expérience, a priori, puissent ressentir voir à quoi ça ressemble et puis interagir avec des collègues plus expérimentés. On participe également à d'autres types de formations, mais celui-là est peut-être le plus pertinent. Celle-là est la plus pertinente pour les participants présents aujourd'hui. De même, nous avons le pilier de durabilité. Avec ce pilier de durabilité, nous travaillons sur les actions humanitaires. Là, il n'est pas nécessaire de faire partie d'une organisation membre. Vous pouvez, en tant qu'expert individuel, faire partie de ce réseau environnement et action humanitaire, le REH ou le AHA, EHA en anglais. Et enfin, 2 plateformes que nous opérons finalement. Il y a la formation sur le déploiement et le côté urgent, en cas d'urgence. Et puis après, il y a une sorte de guichet unique qui permet aux ONG de voir, aux autres intervenants de voir comment ils peuvent utiliser des outils, profiter des études de cas. Voilà ce que je voulais vous dire, grosso modo. Et là, vous voyez notre adresse mail
n'hésitez pas à nous contacter. Et je suis ravie de savoir que Hassan est présent. C'était lui qui était sur place pour le déploiement au Sri Lanka. Merci Charlotta aussi. Je m'appelle Hassan Parto et je travaille sur le programme pour l'environnement des Nations Unies, basé à Genève. Avec les réponses des conflits et des désastres. Et je vous remercie de m'avoir invité pour en parler aujourd'hui dans cette journée d'information. Je vais vous donner l'exemple d'un incident pour vous montrer le déroulement d'une situation. Alors, l'historique. Le navire est un navire marchand de cargo qui a pris feu et qui brûlait pendant une période qui a duré 2 semaines, du 20 mai au 2 juin en 2021, avant de couler à 19 km de la côte de Colombo au Sri Lanka. Alors, c'était surtout des carburants de soute qui étaient dangereux. Il y avait une quinzaine de produits, y compris 25 tonnes d'acide nitrique, de soude caustique, de méthanol et de résine époxy, qui représentaient 185 tonnes et des containers avec 1680 tonnes de marchandises de plastique. Donc, l'unité, l'AGE, a effectivement reçu l'appel du gouvernement de Sri Lanka. Et du coup, cette unité conjointe a fait un appel sur sa liste des réponses aux urgences grâce à comment dirais-je, la Commission européenne DG ECHO, qui a également activé la protection des opérations d'assistance humanitaire et de protection civile européen, et tout cela a été facilité par le bureau de coordinateur résident des Nations Unies à Sri Lanka. Il y avait 4 personnes sur l'équipe des Nations Unies qui comportait 2 experts de CEDRE, 2 experts, des experts qui sont spécialisés, comme Stéphane Lecoq, dans les hydrocarbures et des substances dangereuses. Et cette réponse, nous avions effectivement un spécialiste italien sur l'évaluation des impacts, Dr Camille Lecroix pour les déchets marins, et moi-même. Et derrière nous, bien sûr, beaucoup d'experts scientifiques qui travaillaient à nos bureaux principaux, nos sièges, à qui on pouvait poser des questions, qui pouvaient fournir des références et des informations supplémentaires dont on avait besoin. Les objectifs de cette émission étaient de déterminer rapidement les problématiques environnementaux en question et d'obtenir des conseils pour réduire les risques sur le court terme et sur le plus long terme, et puis d'avoir des recommandations sur la récupération de l'environnement, et puis de construction d'un système, d'une capacité pour la gestion et la préparation d'événements à l'avenir.
Donc, nous avons regardé les documentations techniques reçues de plusieurs sources. Il y avait des réunions, consultations avec plus de 20 institutions qui incluaient le gouvernement, des ONG, des universitaires. Nous avons fait des inspections, des visites de reconnaissance de l'épave par air et par bateau. Nous avons regardé les différentes substances et puis nous avons fait des visites de sites à pied sur les zones du littoral impactées et on a étudié les images satellitaires reçues. Alors, ce cas représente une certaine complexité inhabituelle. Comme je vous ai dit, il y avait des hydrocarbures, mais il y avait aussi des substances dangereuses et nocifs. Il y avait des pellets de plastique, des résidus de l'incendie qui étaient carbonisés, brûlés. Et puis, l'épave et les containers qui pouvaient se déplacer à des distances assez considérables. Et puis, la pollution de l'air due à l'incendie à bord. Donc, ça fait un spectre très large et très complexe pour ce cas, cette étude de cas. Et même si l'incendie était maîtrisé après 10-12 jours, quand nous sommes arrivés sur site, la catastrophe était toujours en train d'évoluer parce qu'il y avait la question d'une fuite éventuelle du navire. Il y avait des containers qui pouvaient potentiellement larguer des produits chimiques dans l'océan. Et puis, il y avait ces granulés, ces pellets de plastique qui étaient largués aussi dans l'environnement et pouvaient l'être sur une certaine durée. Il y avait... on n'était pas très clair sur les frontières, finalement, et des limites géographiques de ces impacts. Donc, ces dimensions transfrontières étaient importantes par rapport à la Somalie et l'Asie. De même, on était en période de restriction et de confinement du Covid. Et du coup, le protocole se trouvait à être déployé dans une bulle. Et évidemment, on ne pouvait pas se réunir et on ne pouvait pas forcément aller sur les sites les plus pertinents. Il y avait une grande médiatisation, donc l'incident était sensible. Il y avait des gens qui avaient leur gagne-pain menacé, les pêcheurs ne pouvaient pas pêcher, et puis il y avait une enquête pénale qui était ouverte, qui était lancée. Je pense que par rapport aux impacts, et ce qu'on a appris de cette mission, c'est que nous avons pu réduire des risques, ou ce qu'on a pris pour réduire des risques. Nous sommes rendus compte que les hydrocarbures, les volumes d'hydrocarbures, les quantités n'étaient pas énormes. Et donc, pendant
que l'incendie faisait rage ou brûlait encore, on a essayé quand même de récupérer le plus de déversement possible. Et le gouvernement et les armateurs négociaient avec les assurances maritimes. Et on a amené du matériel de Singapour en cas où le déversement aurait lieu ou serait présent. On voulait essayer de prévenir les situations, pouvoir répondre rapidement. Et puis en ce qui concerne ces granulés plastiques, il y en avait énormément arrivé sur le littoral, des épaisseurs quelquefois de 50 mètres, 1 mètre, voire plus. Et puis cette résidu plastique qui était très friable était présent. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait faire des analyses chimiques sur le type de plastique pour comprendre leur dangerosité et puis de prendre des précautions ou des décisions par rapport au nettoyage. Il y avait toute une série de recommandations techniques fournies pour, par exemple, les faire flotter sur site pour réduire un prélèvement indu de sable. Cela revient au point que Peter vient de partager avec nous sur le NEBA. Et la question se pose toujours pour jusqu'à quel point doit-on nettoyer? Comment est-ce qu'on définit propre? Donc, il fallait effectivement considérer cette évaluation des équipes sur place était dépassée par les événements, les granulés arrivaient sur une zone de jusqu'à 750 km de côte. Et donc, nous sommes concentrés en priorité sur les points chauds, c'est-à-dire l'épave elle-même et les containers, et puis sur les parties de la côte qui étaient les plus contaminées par les granulés ou les pellets et ces déchets. Ensuite, on essayait de faire une évaluation à moyen et long terme. Pour voir ce qu'il fallait prendre en compte sur le plus long terme. Un autre aspect sur lequel on a beaucoup insisté et qui n'était pas déjà en place à notre arrivée était le destin de cette épave et les conteneurs. Les conteneurs qui... On n'avait pas encore décidé quoi en faire, mais on s'est dit qu'il fallait absolument une feuille de route ou un plan pour, dès le début, prévoir ce qu'on allait faire de l'épave et des containers et de faire en sorte qu'on puisse en disposer et les mettre dans un traitement de déchets. Et donc, cela était très important et on a bien progressé. On sait actuellement que les conteneurs ont été enlevés jusque-là. Et en conclusion, je voudrais simplement dire que les découvertes, les recommandations ont été présentées
dans un comité interministériel qui était mené par le ministre de la Justice de Sri Lanka. Et nous avons partagé notre rapport détaillé ainsi que des recommandations pour la mise en place d'un plan stratégique pour les désastres maritimes et un centre qui mènerait cela. Sachant que le Sri Lanka est destiné à devenir un hub majeur pour le transport, c'est vraiment un lieu de passage important. Et donc, il y a une initiative pour des granulés plastiques. Nous avions des experts qui étaient là pour la lutte initiale et puis certains ont commencé à travailler sur ces granulés plastiques en prenant l'initiative de demander ce que ce soit reclassifié comme substance dangereuse selon le code OMI. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci.